Tu es venu chercher tes affaires. N'entre pas. Je vais les mettre ici, dehors. » Ces mots sont sortis de la bouche de ma belle-fille avec un tel mépris que j'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'étais là, debout sur le seuil de la maison où j'avais élevé mes enfants, où j'avais tout donné pour ma famille, et cette femme me traitait comme une étrangère venue mendier. J'ai pris mes affaires en silence, la regardant traîner mes vêtements sur le sol comme s'il s'agissait d'ordures. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que 2 jours plus tard, je ferais quelque chose qui la laisserait, elle et mon fils, complètement anéantis. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour toujours. Mon histoire a commencé il y a plus de 40 ans, lorsque j'ai épousé Alain, lors d'une petite cérémonie dans le village où je suis née. Nous étions si pauvres que ma robe de mariée était prêtée et de couleur rose pâle, la seule que ma voisine avait de disponible. Alain travaillait dans le bâtiment de 5 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Et moi, je faisais de la couture à domicile pour aider aux dépenses. Notre premier foyer était une petite chambre d'ouvrier avec un sol en béton brut où nous tenions à peine tous les deux. Quand Valentin, mon fils aîné, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine, tant le bonheur était immense. C'était un bébé magnifique, avec les grands yeux de son père et ce sourire qui me faisait fondre complètement. Dès le premier jour, je lui ai promis qu'il aurait tout ce que je n'avais jamais eu. J'ai travaillé jour et nuit, cousant des robes vertes, jaunes, rouges, n'importe quelle couleur qu'on me demandait, pour pouvoir lui acheter des chaussures neuves, des fournitures scolaires. Tout ce dont il avait besoin pour s'en sortir. Les années ont filé entre les couches, les nuits blanches, et le rêve constant d'offrir à ma famille une vie meilleure. Alain et moi économisions chaque centime que nous pouvions. Il a continué dans le bâtiment, construisant des maisons pour les autres, tandis que nous continuions à louer des logements de plus en plus petits. Mais nous avions la foi, nous avions l'amour, et surtout, nous avions la volonté de nous battre. Quand Valentin a eu 8 ans, nous avons enfin pu verser un acompte pour acheter un petit terrain en périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Je me souviens du jour où Alain est rentré avec les papiers signés. Il m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer et m'a dit que nous allions enfin avoir notre foyer. Nous avons commencé à construire notre petit pavillon brique par brique, week-end après week-end. Valentin nous aidait en portant les outils de son père, demandant toujours quand il pourrait avoir sa propre chambre. Je lui avais promis que ce serait la plus belle de toutes, avec une grande fenêtre d'où il pourrait voir les montagnes au loin chaque matin. Pendant 3 ans, nous avons travaillé sans relâche jusqu'à ce que nous puissions enfin emménager dans notre première maison. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Valentin grandissait, sain et fort. Il avait de bonnes notes à l'école et rentrait toujours en courant pour me raconter tout ce qu'il avait appris dans la journée. L'après-midi, il s'asseyait avec moi pendant que je cousais, me parlant de ses amis, de ses professeurs, des rêves qu'il avait pour quand il serait grand. « Je veux être ingénieur, disait-il, pour construire des maisons encore plus belles que la nôtre. » Mais notre bonheur s'est arrêté net quand Valentin a eu 15 ans. Alain est tombé d'un échafaudage sur un chantier et s'est cogné la tête si fort qu'il ne s'est jamais réveillé. Les médecins ont dit que ça avait été instantané, qu'il n'avait pas souffert, mais cela n'apaisait en rien la douleur que je ressentais, comme si on m'avait arraché la moitié de mon âme. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec un fils adolescent et une maison que nous venions à peine de finir de payer. Les premières semaines, je ne pouvais même pas me lever du lit, mais Valentin avait besoin de moi et je ne pouvais pas le laisser tomber. Alors, j'ai pris plus de travaux de couture. J'ai travaillé du lever du soleil jusqu'à très tard dans la nuit et j'ai réussi à ce que mon fils termine ses études secondaires sans qu'il ne manque de rien. Quand Valentin a rencontré Chloé, j'ai d'abord été très heureuse de le voir amoureux. C'était une jolie jeune fille, toujours habillée avec des vêtements chers, parlant sans cesse des belles choses qu'elle aimait. Elle venait d'une famille aisée et cela se voyait en tout, de ses chaussures à sa façon de parler. Au début, j'ai pensé que c'était une bonne chose pour mon fils, qu'une femme comme elle le motiverait à se dépasser. La première fois que Chloé est venue à la maison,
J'ai remarqué comment elle regardait tout avec ses yeux critiques, comme si elle évaluait chaque meuble, chaque décoration, chaque recoin de mon foyer. Leonarda n'a rien dit, mais son visage disait tout. Pour elle, ma maison était trop petite, trop simple, trop humble pour ses goûts raffinés. Quand Valentin a obtenu son diplôme universitaire, j'ai trouvé un meilleur emploi dans une usine textile, en plus de continuer à coudre à la maison. Je voulais économiser suffisamment pour l'aider avec les frais du mariage qui se profilaient. Chloé avait commencé à parler de mariage dès la 2e année d'université. Et même si quelque chose dans mon cœur me disait que cette fille n'était pas la bonne pour mon fils, je me suis tue. Car le voir heureux était la seule chose qui m'importait. Le jour où Valentin m'a annoncé qu'ils allaient se marier, Chloé était assise dans mon salon, portant une robe corail qui coûtait probablement plus que mon salaire de 3 mois. Elle m'a regardée avec ce sourire forcé que je connaissais bien et a dit qu'elle espérait que le mariage serait quelque chose d'élégant, quelque chose de digne de sa famille. J'ai acquiescé et promis que nous ferions tout notre possible, même si au fond de moi, je savais que mes économies ne suffiraient pas pour la fête qu'elle avait en tête. Pendant les préparatifs du mariage, Chloé a commencé à montrer sa vraie personnalité. Elle arrivait chez moi avec des magazines de luxe, pointant du doigt des robes de mariée à 5 000 €, des salles de réception qui facturaient 10 000 € pour une soirée, des fleurs importées, ce qui valait plus que ma maison entière. Quand je suggérais des options plus économiques, elle me regardait comme si je lui avais proposé de se marier dans une étable. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est un mariage élégant », m'a-t-elle dit un jour, en feuilletant un de ses magazines. Brillant. Ma famille a un certain statut à maintenir. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ces mots m'ont blessé plus que je n'ai voulu l'admettre, mais je les ai ravalés car je ne voulais pas se créer de problèmes entre elle et mon fils. J'ai fini par dépenser toutes mes économies pour ce mariage. J'ai vendu les quelques bijoux que j'avais, y compris la chaîne en or qu'Alain m'avait offerte pour notre anniversaire, afin de pouvoir payer la robe que Chloé voulait et la salle qu'elle avait choisie. La veille de la cérémonie, j'ai compté les pièces qui me restaient et j'ai réalisé que je devrais repartir de zéro, mais j'ai pensé que cela en valait la peine si cela rendait mon fils heureux. Le mariage fut magnifique, je ne le nierai pas. Chloé était radieuse dans sa robe blanche, ornée de milliers de perles, et Valentin ne pouvait pas la quitter des yeux. Pendant la fête, ses parents m'ont présenté à quelques personnes comme la maman du marié. Mais j'ai remarqué qu'ils chuchotaient entre eux quand ils pensaient que je ne les entendais pas. J'ai entendu des mots comme « humble »,« simple », de la campagne, prononcés sur ce ton qui fait que même les compliments sonnent comme des insultes. Après la lune de miel, le couple s'est installé chez moi, temporairement, en attendant de trouver leur propre logement. Temporairement, ont-ils dit. Mais les mois ont commencé à passer et ils étaient toujours là. Au début, cela ne me dérangeait pas, au contraire. J'adorais avoir mon fils de nouveau près de moi et je pensais que je pourrais mieux connaître ma belle-fille. Mais Chloé a commencé à changer les choses petit à petit. D'abord, ce furent les rideaux de mon salon, qui selon elle étaient trop vieux et juraient avec ses meubles neufs. Ensuite, ce fut la cuisine, où elle a commencé à tout réorganiser à sa manière, rangeant mes casseroles et poêles dans des endroits où je ne pouvais pas les atteindre. Quand je lui demandais pourquoi elle déplaçait mes affaires, elle me disait qu'elle aidait à moderniser la maison. Les week-ends, les amis de Chloé venaient lui rendre visite. C'étaient des jeunes femmes de son âge, toutes habillées en vêtements de marque, parlant toutes de voyages et de restaurants chers. Elles s'asseyaient dans mon salon comme si c'était le leur. Et depuis la cuisine, j'entendais comment elles parlaient de la maison. « C'est toute petite », disait l'une. « Et si démodée », ajoutait une autre. « Pauvre Chloé, devoir vivre ici doit être terrible », a commenté une troisième, et elles ont toutes ri comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Ce soir-là, j'ai raconté à Valentin ce que j'avais entendu, espérant qu'il défendrait notre maison, le foyer où il avait grandi, où nous avions été heureux. Mais mon fils m'a regardé, l'air fatigué, et m'a dit de ne pas exagérer, que ses amies n'avaient pas voulu être méchantes, qu'il était normal que des jeunes filles veuillent de belles choses. Oui,
Tu sais comment sont les femmes, maman, m'a-t-il dit. Ne t'en fais pas. Ce fut la première fois que j'ai senti que mon fils changeait, que les mots de sa femme commençaient à avoir plus de poids que les miens. Mais j'ai décidé de lui donner du temps. Je pensais qu'il était normal qu'un homme fraîchement marié veuille le plaire à sa femme, que cela passerait une fois les choses installées. Quand Chloé est tombée enceinte, j'étais tellement excitée que j'ai oublié toutes les tensions. J'allais être grand-mère, j'allais avoir un petit enfant à combler d'amour et de soins. J'ai commencé à tricoter des couvertures, à coudre de petits vêtements, à préparer la chambre qui serait celle du bébé. Je pensais qu'un enfant unirait la famille, que Chloé me verrait enfin comme la grand-mère qui voulait faire partie de la vie de son enfant. Mais la grossesse de Chloé fut comme une excuse pour me traiter encore plus mal. Je ne pouvais plus faire de bruit le matin car je la réveillais. Je ne pouvais pas cuisiner certains aliments car les odeurs lui donnaient de la nausée. Je ne pouvais pas mettre de musique car cela la stressait. Ma propre maison était devenue un lieu où je devais marcher sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger la princesse qui portait mon petit-fils dans son ventre. Quand César, mon premier petit-fils, est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Il ressemblait trait pour trait à Valentin quand il était bébé, avec ses mêmes yeux curieux et ce sourire qui apparaissait quand on s'y attendait le moins. J'ai voulu le porter, le bercer, lui chanter les mêmes chansons que je chantais à son père, mais Chloé avait toujours une excuse pour me le retirer des bras. « Ne le portez pas trop, il va prendre de mauvaises habitudes, » me disait-elle. Ou « Ne lui parlez pas si fort, il a peur. » Ou « Ne lui donnez pas d'eau, il est encore trop petit. » Il y avait toujours quelque chose que je faisais mal. Il y avait toujours une raison pour laquelle elle savait mieux que moi comment s'occuper d'un bébé. Comme si je n'avais pas élevé son mari depuis qu'il avait le même âge que César. Les premières années furent une bataille constante pour l'affection de mon petit-fils. J'essayais d'être la grand-mère aimante que j'avais toujours rêvé d'être. Mais Chloé me mettait des limites en tout. Je ne pouvais pas lui donner de bonbons car c'était mauvais pour ses dents. Je ne pouvais pas l'emmener au parc parce qu'il faisait trop froid, ou trop chaud, ou trop de vent. Je ne pouvais pas le baigner car il pouvait glisser. Je ne pouvais pas l'habiller parce que je choisissais des couleurs trop vives. Quand César a commencé à marcher, je voulais lui apprendre les choses que j'avais apprises à son père. Je voulais lui montrer comment planter des fleurs dans le jardin, comment nourrir les oiseaux qui venaient chaque matin, comment faire des figurines en pâte à sel pendant que je cuisinais. Mais Chloé apparaissait toujours pour l'emmener, disant qu'il allait se salir ou qu'il était trop petit pour ses activités. Peu à peu, j'ai réalisé que mon petit-fils avait peur de moi. Quand j'arrivais dans une pièce, il se cachait derrière sa mère. Quand je lui parlais, il me regardait avec méfiance. Quand j'essayais de le prendre dans mes bras, il se mettait à pleurer jusqu'à ce que Chloé le sauve de mes bras. Mon propre petit-fils, le fils de mon fils, me voyait comme une étrangère dans ma propre maison. Un après-midi, alors que César jouait dans le salon, j'ai essayé de m'approcher pour lui montrer un livre de contes que j'avais acheté spécialement pour lui. C'était un livre magnifique, avec des dessins d'animaux et de grandes lettres, parfait pour un enfant de son âge. Mais quand je me suis assise à côté de lui et que j'ai ouvert le livre, il m'a regardée avec ses petits yeux effrayés et a crié « Maman !» avec un tel désespoir que Chloé se sortit en courant de la cuisine. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» m'a-t-elle crié en prenant César dans ses bras. L'enfant s'est agrippé à elle comme si j'étais un monstre dont il fallait le protéger. « Je ne lui ai rien fait, » ai-je répondu. Je voulais juste lui lire une histoire. Mais elle m'a regardé avec ce visage méprisant que je connaissais si bien et m'a dit que je ferais mieux de m'éloigner, que César n'était pas habitué aux étrangers. Étranger, ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mon propre petit-fils me considérait comme une étrangère et sa mère l'encourageait à me voir ainsi. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, me demandant à quel moment j'avais perdu ma famille, quand ma maison avait cessé d'être mon foyer pour devenir le royaume d'une femme qui me détestait sans raison apparente. Les mois suivants furent de pire en pire.
Chloé a commencé à faire des commentaires sur l'aspect vieillot de la maison, sur l'inconfort de vivre dans un endroit si petit, sur combien le confort de la maison de ses parents lui manquait. Valentin entendait ces plaintes jour après jour, jusqu'à ce qu'il commence à les voir comme des vérités absolues, plutôt que comme les caprices d'une femme gâtée. « Maman, » a commencé à me dire mon fils après un de ces épisodes, « peut-être que tu devrais envisager de déménager dans un endroit plus petit, quelque chose de plus approprié pour une personne de ton âge. Chloé et moi avons besoin de notre espace pour élever César. » Quand j'ai entendu ces mots sortir de la bouche de l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. « C'est ma maison, » lui ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. « Je l'ai construite brique par brique avec ton père. C'est ici que tu as grandi, où tu as été heureux. » Mais Valentin n'était plus le même garçon qui courait me raconter ses aventures de la journée. C'était maintenant un homme qui regardait sa femme avant de répondre à sa mère, qui pesait chaque mot pour ne pas contredire la femme qui partageait son lit. « Les choses ont changé, maman, » m'a-t-il dit en évitant mon regard. « Nous devons penser à l'avenir, à ce qui est le mieux pour la famille. » Et apparemment, ce qui était le mieux pour la famille, c'était que je disparaisse de leur vie comme si je n'avais jamais existé. Pendant ces jours sombres, la seule lumière dans ma vie était Suzanne, ma voisine de toujours. Elle était mon amie depuis que nous avions emménagé dans le quartier. Elle avait pleuré avec moi à la mort d'Alain. Elle avait célébré avec moi quand Valentin avait eu son diplôme. C'était une femme sage, de mon âge, qui avait élevé seule 5 enfants après que son mari les eût abandonnés. « Véronique, » me disait-elle pendant que nous prenions le café dans sa cuisine, « cette fille ne te met pas dehors par hasard, c'est un plan, quelque chose qu'elle manigance depuis le jour où elle a épousé ton fils. Elle veut la maison pour elle seule. Elle veut que Valentin oublie qu'il a une mère. Elle veut effacer toute trace de ton existence, de leur vie. » Au début, je n'ai pas voulu croire les paroles de Suzanne. Je pensais qu'elle exagérait, qu'elle voyait des fantômes là où il n'y en avait pas. Mais au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont Chloé souriait quand je me sentais mal, la manière dont elle changeait de sujet quand Valentin essayait de m'inclure dans une conversation, les commentaires empoisonnés qu'elle faisait sur mon âge, ma santé, ma capacité à prendre soin de moi-même. Un jour, je suis rentrée des courses et j'ai trouvé Chloé au téléphone dans le salon. Je pensais que c'était une conversation privée et j'ai essayé de passer inaperçue vers la cuisine, mais j'ai entendu mon nom et je suis restée immobile derrière la porte. « Oui, maman, » disait Chloé avec cette voix douce qu'elle utilisait avec ses parents. C'est terrible de vivre avec une personne âgée. Tu sais comment elles sont, toujours à se mêler de tout, toujours à vouloir donner leur avis sur la façon dont nous élevons César. Elle a besoin d'être dans un endroit où on s'occupe d'elle comme il faut, où il y a des gens de son âge. J'ai senti comme si le monde s'écroulait. Ma belle-fille parlait de moi comme si j'étais un fardeau, comme si j'étais une vieille inutile qui devait être internée dans une maison de retraite. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'entendre le rire qu'elle a lâché ensuite, un rire plein de malice et de satisfaction. Et le meilleur de tout, c'est que Valentin commence à voir les choses comme moi. Je lui ai déjà dit que nous avons besoin de notre espace, que sa mère serait mieux dans un établissement spécialisé. D'ici quelques mois, cette maison sera entièrement à nous. Ce soir-là, j'ai confronté Valentin avec ce que j'avais entendu. J'espérais qu'il me dirait que Chloé exagérait, qu'il ne m'enverrait jamais dans un EHPAD, que j'aurais toujours une place dans sa vie. Mais mon fils m'a regardé avec ses yeux froids, qu'il avait appris de sa femme, et m'a dit que peut-être Chloé avait raison, que peut-être je serais mieux dans un endroit où il y aurait du personnel qualifié pour s'occuper de moi. « Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi !» lui ai-je crié avec un désespoir, que je n'ai pas pu contrôler. Je vais parfaitement bien. Je peux me débrouiller seule. C'est ma maison, mon foyer, l'endroit où ton père et moi avons construit nos rêves. Mais Valentin avait déjà pris sa décision. Il avait déjà choisi le camp de sa femme, plutôt que celui de la femme qui avait tout donné pour lui. Les mois suivants furent un cauchemar. Chloé a commencé à ramener des brochures de maisons de retraite, parlant de leur beauté,
des activités qu'elle proposait aux résidents, du bonheur que je connaîtrais entouré de gens de mon âge. Valentin écoutait ces conversations sans protester, hochant de la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de se débarrasser de sa mère comme d'un vieux meuble. Un après-midi, en rangeant mes affaires dans la chambre qui avait été la mienne pendant tant d'années, j'avais trouvé une boîte que j'avais gardée sous le lit depuis la mort d'Alain. À l'intérieur se trouvaient tous les papiers importants, actes de naissance, certificat de mariage, titre de propriété de la maison et quelque chose d'autre que j'avais gardé secret pendant toutes ces années. C'étaient les titres de propriété de 3 terrains que j'avais achetés dans le centre-ville au cours des 20 dernières années. De petits terrains, mais situés dans la zone commerciale la plus précieuse, qui valaient maintenant une fortune. Je les avais achetés avec l'argent que je gagnais en cousant, centime par centime, sans que personne ne le sache. Même Alain n'avait jamais connu l'existence de ces terrains, car je voulais qu'ils soient mon assurance, ma façon de protéger ma famille si quelque chose de mal arrivait. Il y avait aussi mon livret d'épargne, où j'avais mis de côté chaque euro supplémentaire au cours des 20 dernières années. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était près de 30 000 € que j'avais économisés sans que personne ne s'en aperçoive. De l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour les études de mes petits-enfants, pour les urgences familiales, pour laisser quelque chose à Valentin quand je ne serai plus là. Mais en regardant ces papiers, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui m'a rempli d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Si ma famille voulait me voir hors de leur vie, s'ils me considéraient comme un fardeau dont il fallait se débarrasser, alors ils allaient découvrir ce que signifiait perdre la personne qui les avait le plus aimés dans ce monde. Cette même semaine, Chloé a intensifié sa campagne d'humiliation. Elle a commencé à faire des commentaires sur ma cuisine, disant qu'elle sentait mauvais et n'était pas saine pour César. Elle a changé les serrures de la chambre principale quand je n'étais pas là, disant qu'ils avaient besoin d'intimité. Elle a jeté mes plantes du jardin parce que, selon elle, elles attiraient les insectes et avaient l'air négligé. Mais le coup de grâce est arrivé un mardi matin. César s'était réveillé avec de la fièvre et moi, inquiète comme toute grand-mère, j'ai essayé d'aider. J'ai préparé une tisane à la camomille, comme je le faisais pour Valentin quand il était petit, mais quand je la lui ai offerte, Chloé me l'a arrachée des mains avec une telle force qu'elle s'est renversée sur le sol. « Ne donnez plus jamais rien à mon fils sans ma permission !» m'a-t-elle crié devant César, qui s'est mis à pleurer de peur. « Vous êtes une vieille qui ne connaît rien à la médecine moderne. Vos remèdes de bonne femme peuvent être dangereux pour un enfant. » Valentin était debout dans l'embrasure de la porte, assistant à toute la scène, et j'ai attendu qu'il défende sa mère, qu'il dise à sa femme qu'elle était cruelle et injuste. Mais mon fils s'est simplement approché de sa femme, lui a posé la main sur l'épaule en signe de soutien, et m'a regardé comme si j'étais la coupable de tout. « Maman, » m'a-t-il dit, avec cette voix froide qu'il avait adoptée depuis son mariage. « Je pense qu'il est temps que nous cherchions d'autres options pour toi. Chloé a raison, tu ne peux pas continuer à interférer dans l'éducation de notre fils. » Ces mots furent la goutte qui fit déborder le vase. Mon propre fils, l'enfant auquel j'avais consacré ma vie entière, me mettait à la porte de ma maison pour plaire à une femme qui me détestait sans raison. À ce moment-là, j'ai su qu'il était temps d'exécuter le plan qui se formait dans mon esprit depuis des semaines. Ce même après-midi, après l'humiliation de la tisane, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. J'ai attendu que Chloé parte à son cours de yoga et que Valentin sorte pour le travail. Puis je me suis dirigée vers le centre-ville avec mes papiers, les plus importants rangés dans un vieux sac que j'utilisais pour aller au marché depuis des années. Mon premier arrêt fut le bureau de maître Olivier, un avocat que j'avais connu lorsque j'avais réglé les papiers de la maison après la mort d'Alain. C'était un homme plus âgé, aux cheveux argentés et au regard bienveillant, qui m'avait toujours traité avec respect et patience. Quand je lui ai expliqué ma situation, j'ai vu dans ses yeux la même indignation que je ressentais dans mon cœur. « Madame Véronique, » m'a-t-il dit après avoir examiné tous mes documents, « vous avez plus de ressources que votre famille ne l'imagine. Ces terrains que vous avez achetés dans le centre valent maintenant près de 200 000 € chacun.
Et avec les économies que vous avez accumulées, vous avez plus de patrimoine que beaucoup de gens que je connais. Maître Olivier m'a expliqué toutes mes options légales. Je pouvais vendre les terrains, acheter une nouvelle maison et faire un testament qui laisserait très clairement savoir qui hériterait de quoi quand je ne serais plus là. Il m'a également suggéré quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je pouvais poursuivre Valentin pour l'argent que j'avais investi dans son éducation et son mariage. De l'argent qui avait techniquement été un prêt familial qu'il ne m'avait jamais remboursé. Mais je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas détruire mon fils, même s'il était en train de me détruire. Ce que je voulais, c'était la dignité, le respect et surtout, je voulais qu'il comprenne la valeur de ce qu'il était en train de perdre. Je lui ai donc demandé de préparer tous les papiers nécessaires pour vendre les terrains et acheter une nouvelle maison et de rédiger un testament très spécifique. Les jours suivants, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai continué à cuisiner, à nettoyer, à essayer de me rapprocher de César, même si sa mère m'en empêchait à chaque instant. Mais les après-midi, quand il n'était pas là, je sortais visiter des maisons avec un agent immobilier que Maître Olivier m'avait recommandé. La maison que j'ai trouvée était parfaite. Elle était située dans un quartier calme, à seulement 20 minutes de chez Suzanne. Elle avait 2 chambres, un petit jardin magnifique et surtout, elle était entièrement meublée. L'ancien propriétaire était un homme âgé qui avait déménagé chez sa fille dans une autre région et voulait tout vendre en même temps, meubles compris. La maison coûtait 80 000 €, une somme que je pouvais payer entièrement en espèces après avoir vendu un de mes terrains. L'agent immobilier n'en revenait pas qu'une dame de mon âge ait une telle solvabilité, mais quand il a vu mes papiers et ma capacité de paiement, tout est devenu très facile et rapide. Pendant que je réglais l'achat de ma nouvelle maison, j'ai commencé à planifier mon départ. Je ne voulais pas de scène dramatique, pas de cris ni de reproches. Je voulais partir avec ma dignité intacte et laisser les conséquences de leurs actes leur apprendre la leçon qu'ils avaient tant besoin d'apprendre. Le point de rupture final est arrivé un vendredi soir. Chloé avait invité ses parents à dîner et je m'étais proposé pour cuisiner le bœuf bourguignon que Valentin aimait tant quand il était enfant. J'ai passé tout l'après-midi à préparer le plat, à faire revenir la viande, à couper les légumes, à laisser mijoter la sauce pendant des heures, mettant tout mon amour dans ce plat que j'avais fait des centaines de fois pour ma famille. Au moment de servir le dîner, les parents de Chloé ont goûté le plat et ont commencé à le complimenter. « C'est délicieux », a dit la mère de Chloé. « Quelle saveur si particulière !» Je me suis sentie fière un instant, pensant que j'allais peut-être enfin recevoir un peu de reconnaissance pour mes efforts. Mais alors Chloé a souri avec ce sourire faux qu'elle avait perfectionné et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Oh, merci beaucoup. Mais la recette n'est pas d'elle. C'est moi qui la lui ai apprise il y a quelques semaines, car la pauvre dame ne savait pas cuisiner de plats convenables. Avant, elle ne faisait que de la nourriture très simple, très campagnarde. » Tout le monde à table a ri comme si c'était la blague la plus drôle du monde, y compris Valentin, qui n'a pas eu la décence de défendre sa mère ou de dire la vérité sur qui avait préparé ce repas. Voir mon fils rire pendant que sa femme s'attribuait le mérite de quelque chose que j'avais fait avec tant d'amour, fut le moment où j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, après avoir lavé toute la vaisselle du dîner, pour lequel je n'avais reçu aucun remerciement, j'ai commencé à emballer mes affaires les plus importantes en silence. Je n'avais pas beaucoup de biens, mais les quelques-uns que j'avais portaient des années de souvenirs, des années d'histoire, des années d'une vie qui avait valu la peine jusqu'à ce que mon propre fils décide que je n'y avais plus ma place. Le samedi matin, Valentin s'est approché de moi avec une mine sérieuse qui ne m'a pas plu du tout. « Maman, m'a-t-il dit, il faut qu'on parle. Chloé et moi avons regardé quelques options et nous pensons avoir trouvé l'endroit parfait pour toi. C'est une maison de retraite très agréable, avec tout le confort, avec du personnel qualifié qui s'occupera de toi, mieux que nous ne pouvons le faire ici. » Il m'a montré une brochure brillante avec des photos de personnes âgées souriant dans des jardins parfaits, jouant aux cartes, prenant des cours de travaux manuels. Tout semblait très beau sur les photographies,
mais je savais que ce qu'il me montrait n'était pas un foyer, mais une prison aux murs peints de couleurs vives, où on allait m'envoyer pour m'oublier à jamais. « Valentin, lui ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi dans un EHPAD. Je vais parfaitement bien, j'ai toutes mes facultés, je peux me débrouiller seule. » Mais mon fils avait déjà pris sa décision et rien de ce que je dirais ne le ferait changer d'avis. « Maman, » m'a-t-il répondu avec cette patience forcée qu'on utilise avec les jeunes enfants ou les personnes que l'on considère incapables de comprendre la réalité. « Tu n'es plus jeune. Tu as besoin de soins spécialisés. Tu as besoin d'être avec des gens de ton âge. Tu as besoin d'activités appropriées pour les personnes âgées. Ici, tu ne fais que gêner notre développement en tant que famille. » Gêner. Ce mot a résonné dans ma tête comme un écho douloureux. La femme qui avait donné toute sa vie pour cet homme, qui avait travaillé jour et nuit pour lui donner une éducation, des opportunités, un amour inconditionnel, était maintenant un obstacle qu'il fallait enlever pour que sa nouvelle famille puisse prospérer. « Lundi matin, nous avons rendez-vous pour que tu visites l'endroit, » a continué Valentin, comme s'il parlait de quelque chose d'aussi simple que de changer de marque de céréales. « Je suis sûre que ça va te plaire et nous pourrons te rendre visite les week-ends. » Me rendre visite les week-ends, comme une obligation sociale, comme si j'étais une tante éloignée qu'il faut supporter par politesse. À ce moment-là, j'ai compris que mon fils ne me voyait plus comme sa mère, mais comme un problème qui nécessitait une solution pratique et définitive. Ce même après-midi, pendant que Chloé emmenait César au parc et que Valentin travaillait, j'ai fini d'emballer tout ce que je voulais emporter. Ce n'était pas grand-chose. Quelques photos d'Alain, le châle que j'avais porté à mon mariage, les premières chaussures de Valentin, quelques lettres que mon mari m'avait écrites quand nous étions fiancés, et bien sûr, tous mes documents importants. J'ai aussi emballé les vêtements que j'avais faits pour César, des couvertures tricotées de mes propres mains, des jouets que j'avais achetés avec mon argent, des cadeaux que j'avais préparés pour de futurs Noëls et anniversaires. Tout ce que j'avais fait avec amour, en pensant à un avenir où je serais une partie importante de la vie de mon petit-fils, un avenir qui, apparemment, n'existait plus. Le mardi matin, j'ai appelé une petite entreprise de déménagement discrète. Je leur ai expliqué que je devais déménager mes affaires dans ma nouvelle maison, mais que cela devait se faire très rapidement et sans faire beaucoup de bruit. Le monsieur, qui m'a répondu, a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une situation délicate et m'a assuré qu'il pourrait le faire le mercredi matin, quand Valentin serait au travail. J'ai aussi appelé Suzanne pour lui raconter tout ce que j'avais planifié. Ma chère amie m'a écoutée sans m'interrompre, et quand j'ai fini de parler, elle est restée silencieuse quelques secondes avant de dire quelque chose que je n'oublierai jamais. « Véronique, » m'a-t-elle dit d'une voix pleine d'admiration, « tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Ton fils et cette femme ne savent pas le trésor qu'ils sont en train de perdre, mais un jour ils s'en rendront compte, et il sera alors trop tard. » Le mercredi matin est arrivé comme n'importe quel autre jour. Valentin s'est levé tôt, a pris son petit déjeuner comme d'habitude, a embrassé Chloé et César, et est parti au travail sans se douter que lorsqu'il rentrerait cet après-midi-là, toute sa vie aurait changé pour toujours. Chloé avait aussi des plans pour la matinée. Elle allait emmener César à son cours de natation et déjeunerait ensuite avec ses amis au club. Parfait, ai-je pensé en les voyant partir. J'avais exactement 4 heures pour exécuter mon plan, sans interruption, sans drame, sans explication, que je savais de toute façon qu'ils n'écouteraient ou ne comprendraient pas. Dès que la voiture de Chloé a disparu au coin de la rue, j'ai composé le numéro de l'entreprise de déménagement. Les hommes sont arrivés ponctuellement à 9 heures du matin. C'étaient 3 travailleurs efficaces qui ont chargé mes quelques affaires en moins de 2 heures. Une grande valise avec mes vêtements, une boîte avec mes photos et souvenirs, une autre boîte avec les documents importants et quelques objets personnels qui avaient une valeur sentimentale pour moi. Tout ce que j'avais accumulé en 65 ans de vie tenait à l'arrière d'une petite camionnette. Avant de partir, j'ai parcouru la maison une dernière fois. J'ai touché les murs qu'Alain et moi avions peints ensemble. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre où j'avais élevé Valentin. Je me suis assise un moment à la table où nous avions pris le petit déjeuner en famille pendant tant d'années. Chaque recoin avait un souvenir.
Chaque objet racontait une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir. Sur la table de la salle à manger, j'ai laissé une enveloppe avec mon nom écrit en lettres claires. À l'intérieur, il y avait une lettre que j'avais rédigée avec soin pendant plusieurs jours, pesant chaque mot, m'assurant qu'elle exprimait exactement ce que je voulais dire sans paraître amère ou vengeresse. J'ai aussi laissé les clés de la maison, car même si elle était légalement toujours à moi, je ne voulais plus rien avoir à faire avec un endroit où je n'étais plus la bienvenue. À 11h30, j'ai fermé la porte de cette maison pour la dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'avais pas peur. Je ne me suis permis aucun moment de faiblesse. J'avais pris une décision et j'étais prête à vivre avec les conséquences, quelles qu'elles soient. Les déménageurs étaient déjà partis vers ma nouvelle adresse, et je les avais suivis dans un taxi que j'avais appelé pour l'occasion. Ma nouvelle maison était tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Elle était petite, mais accueillante, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, avec un jardin où je pouvais planter les fleurs que j'aimais sans que personne ne me dise qu'elles avaient l'air négligées. Elle était à moi, entièrement à moi, payée comptant, sans dette, sans hypothèque, sans la menace que quelqu'un puisse me mettre dehors. J'ai passé le reste de la journée à ranger mes affaires, à accrocher mes photos, à organiser ma nouvelle vie. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en paix. J'ai senti que je pouvais respirer, sans avoir à mesurer chaque mot, chaque geste, chaque mouvement, pour ne pas déranger quelqu'un qui avait décidé que mon existence était un problème. Quand la nuit est tombée, je me suis assise dans mon nouveau salon, avec une tasse de tisane à la camomille, et j'ai attendu. Je savais qu'à tout moment, mon téléphone allait sonner, que Valentin allait découvrir ma lettre et devenir fou en essayant de me retrouver. Mais je savais aussi que je n'étais plus disposée à expliquer mes décisions, à justifier mon droit de vivre avec dignité, à mendier l'amour et le respect qui auraient dû être inconditionnels. Le téléphone a sonné exactement à 20h15. C'était Valentin. Et à sa voix, je pouvais parfaitement imaginer son visage confus et paniqué. « Maman, où es-tu » m'a-t-il crié sans même dire bonjour. « Je suis rentrée à la maison et tu n'es pas là. Tes affaires ne sont pas là. Il y a une lettre sur la table que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je vais bien, Valentin, » lui ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je suis dans ma nouvelle maison, je commence ma nouvelle vie. Lis la lettre attentivement et tu comprendras tout parfaitement. Et sans attendre sa réponse, j'ai raccroché. La lettre que j'avais laissée était directe, mais pas cruelle. Explicative, mais pas suppliante. Je lui parlais des terrains que j'avais achetés en secret, de l'argent que j'avais économisé, de la nouvelle maison que j'avais achetée pour moi. Je lui expliquais que je n'étais plus disposée à vivre là où je n'étais pas appréciée, où mes années de sacrifice et d'amour avaient été récompensées par du mépris et des plans pour m'interner dans un EHPAD. Je l'informais également du testament que j'avais fait. La maison où il vivait était toujours légalement à moi, mais je la lui léguais à une condition très spécifique. Chloé ne pouvait pas y vivre. S'il voulait garder la maison, il devrait choisir entre sa femme et son héritage. S'il choisissait sa femme, la maison serait vendue et l'argent donné à des œuvres de charité pour les personnes âgées abandonnées. Quant à mes autres biens, les terrains restants et mes économies, tout serait hérité exclusivement par César, mais seulement lorsqu'il aurait 25 ans et uniquement s'il maintenait une relation proche avec moi. Si mon petit-fils grandissait sans connaître sa grand-mère, sans recevoir mon amour et ma sagesse, alors tout mon patrimoine serait également donné à des organisations caritatives. Le téléphone a continué de sonner toute la nuit. Je n'ai pas répondu. D'abord Valentin, puis Chloé, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il se lasse enfin ou réalise que je ne changerai pas d'avis sous la pression téléphonique. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, je me sentais libérée, forte, maîtresse de mon propre destin, pour la première fois depuis des années. D'un autre côté, je ne pouvais nier que César me manquait, que mon cœur me faisait mal chaque fois que je pensais à mon petit-fils se demandant où était sa grand-mère. Suzanne venait me voir tous les jours.
apportant des nouvelles du quartier, les potins des voisins et, surtout, son soutien inconditionnel. « Véronique, me disait-elle pendant que nous prenions le café dans ma nouvelle cuisine, tu as fait ce qu'il fallait. Personne n'a le droit de te traiter comme il te traitait, pas même ton propre fils. » J'ai aussi commencé à explorer mon nouveau quartier, à connaître mes nouveaux voisins, à découvrir des cafés et des parcs près de chez moi. C'était étrange, mais libérateur, de ne pas avoir à demander la permission à quiconque pour sortir, de ne pas avoir à expliquer où j'allais ou quand je rentrais, de ne pas avoir à marcher sur la pointe des pieds dans ma propre maison pour ne pas déranger une belle fille qui me voyait comme un obstacle à son bonheur. Une semaine après mon déménagement, alors que j'arrosais les fleurs de mon jardin, j'ai vu une voiture familière se garer devant ma maison. C'était Valentin, seul, avec un air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il s'est resté assis dans la voiture pendant plusieurs minutes, comme s'il rassemblait le courage de frapper à ma porte. Quand il est finalement sorti de la voiture et s'est dirigé vers mon entrée, j'ai pu voir qu'il avait pleuré. Il avait les yeux rouges, les vêtements froissés et cette expression de désespoir, que je me rappelais de quand il était enfant et avait fait quelque chose qu'il savait être mal. Pendant un instant, mon cœur de mère a voulu courir vers lui, le serrer dans mes bras, lui dire que tout allait bien, mais je n'étais plus une mère désespérée de l'amour de son fils. J'étais maintenant une femme qui avait appris à se valoriser, qui avait découvert qu'elle méritait respect et dignité, qui avait trouvé la force de défendre ses propres droits, même si cela signifiait perdre la personne qu'elle aimait le plus au monde. « Maman, m'a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, s'il te plaît, il faut qu'on parle. La situation a dégénéré. Nous devons arranger les choses entre nous. Chloé est très perturbée. César demande après toi tous les jours et je ne sais pas quoi faire. » Je l'ai invité à entrer, mais pas avec l'effusion d'avant, pas avec ce besoin désespéré de lui plaire qui avait caractérisé notre relation ces dernières années. Je l'ai reçu comme j'aurais reçu n'importe quel visiteur, avec courtoisie, mais aussi avec la dignité de quelqu'un qui n'est plus disposé à mendier de l'amour. « Tu as l'air différente, m'a-t-il dit, et en regardant mon nouveau salon, mes nouveaux meubles, ma nouvelle vie. Tu as l'air plus forte. » Et il avait raison. Je me sentais plus forte, plus sûre de moi, plus consciente de ma propre valeur en tant que personne. Valentin s'est assis sur mon nouveau canapé comme s'il était un étranger en visite pour la première fois, regardant autour de lui avec un mélange d'étonnement et de confusion que je n'avais jamais vu sur son visage. « Cette maison est très jolie, maman, » m'a-t-il dit d'une voix qui semblait sincèrement surprise. « Je ne savais pas que tu avais de l'argent de côté pour acheter quelque chose comme ça. » « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Valentin, » lui ai-je répondu en lui servant un café dans une tasse neuve de ma nouvelle vaisselle, dans ma nouvelle cuisine où personne ne critiquait les odeurs de ma nourriture. « Il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais pris la peine de demander parce que tu as supposé que ta mère n'était qu'une vieille sans ressources, sans projet, sans capacité à prendre des décisions importantes. » Il est resté silencieux un moment, remuant le sucre dans son café avec cette expression pensive que je me rappelais de son adolescence, quand il essayait de traiter quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement. « Maman, a-t-il commencé d'une voix hésitante. Je sais que les choses sont devenues difficiles à la maison, mais je n'aurais jamais pensé que tu en arriverais à cette extrémité. Partir comme ça, sans prévenir, sans nous donner l'occasion de discuter. » « L'occasion de discuter ?» ai-je répété avec une amertume que je n'ai pas pu cacher. « Valentin, tu m'as dit que j'étais un fardeau pour ta famille. Ta femme m'humiliait tous les jours et tu n'as jamais dit un mot pour me défendre. Vous alliez me mettre dans un EHPAD contre ma volonté. De quoi exactement voulais-tu que nous discutions ?» Mon fils a baissé les yeux, et pour la première fois depuis des années, j'ai pu voir une lueur de l'enfant qu'il avait été, du garçon qui me racontait ses problèmes et cherchait mes conseils pour tout. « Chloé dit que tu exagères, qu'elle ne t'a jamais maltraité, qu'elle voulait seulement le meilleur pour tout le monde. Elle dit que tu as mal interprété ses intentions. » Voilà encore la voix de Chloé qui sortait de la bouche de mon fils. Même dans ma propre maison, dans cette conversation qui était censée être entre une mère et son fils, les mots de cette femme continuaient d'être plus importants que les miens. « Valentin,
lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Ta femme a qualifié mes affaires de vieilleries. Elle m'a interdit d'entrer dans la maison où tu es né. Elle s'est attribué le mérite du plat que j'ai cuisiné. Elle m'a traité comme une domestique dans ma propre maison pendant des années. Mais ce n'est pas une mauvaise personne, maman, a-t-il répondu, avec le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il défend l'indéfendable. Elle veut juste que nous ayons notre espace, que nous soyons une famille indépendante. Ce n'est pas mal, c'est normal. Normal, j'ai pensé. C'était le mot que Chloé avait utilisé pour justifier tous ses abus. Normal, c'était de mettre une mère à la porte de sa maison. Normal, c'était de lui interdire de voir son petit-fils. Normal, c'était de la traiter comme un vieux meuble qu'il fallait jeter. Tout était normal quand cela servait les desseins d'une femme qui avait décidé que je n'avais pas ma place dans la vie de mon fils. « Valentin », lui ai-je dit avec toute la patience que j'ai pu rassembler. J'ai gardé les 5 petits-enfants de Suzanne quand ses enfants se travaillaient. Je ne les ai jamais dérangés. Je n'ai jamais interféré dans leurs décisions. J'aidais seulement quand on me le demandait. Sais-tu pourquoi ? Parce que ces enfants me respectaient, m'estimaient, comprenaient qu'une grand-mère peut être une bénédiction et non un fardeau pour une famille. Mais nous t'estimons aussi, a-t-il protesté faiblement, bien que sa voix sonnât creux même pour lui. C'est juste que Chloé vient d'une famille différente, avec des coutumes différentes. Pour elle, c'est difficile de s'adapter à la vie avec des personnes âgées. Alors, ta femme aurait dû chercher un homme sans mère, lui ai-je répondu avec une froideur qui l'a fait sursauter. Ou elle aurait dû être assez mûre pour comprendre que quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi sa famille. Mais au lieu de ça, elle a décidé qu'il était plus facile de se débarrasser de moi. Mon fils est resté silencieux pendant plusieurs minutes, regardant son café comme si les réponses étaient écrites au fond de la tasse. Quand il a finalement parlé, sa voix était brisée, vulnérable, comme celle d'un enfant perdu qui ne comprend pas pourquoi le monde est devenu si compliqué. « Que veux-tu que je fasse, maman ? Chloé est ma femme. César est mon fils. Je ne peux pas simplement ignorer leurs sentiments, leurs besoins. Mais tu es aussi importante pour moi. Je ne veux pas te perdre. » Voilà le problème, ai-je pensé. Valentin croyait encore qu'il pouvait tout avoir, qu'il pouvait plaire à sa femme en me tenant à l'écart, et en même temps conserver mon amour inconditionnel. Il pensait toujours que l'amour d'une mère était quelque chose de garanti, quelque chose qu'il pouvait tenir pour acquis, peu importe la façon dont il me traitait. « Tu m'as déjà perdu, Valentin, » lui ai-je dit avec une profonde tristesse, mais aussi avec une clarté cristalline. Tu m'as perdu le jour où tu as décidé que les caprices de ta femme étaient plus importants que le respect envers ta mère. Tu m'as perdu quand tu as choisi de te taire pendant qu'elle m'humiliait dans ma propre maison. Mais ça peut s'arranger, maman, a-t-il dit avec une désespérance croissante. Nous pouvons parler à Chloé, nous pouvons fixer des limites, nous pouvons trouver un moyen de cohabiter tous ensemble. Ça n'a pas à être si radical. Radical. Ai-je répété le mot comme s'il était amer dans ma bouche. Radical, c'est de mettre sa mère à la porte. Radical, c'est de prévoir de l'interner dans un EHPAD sans la consulter. Radical, c'est de permettre à sa femme de traiter la femme qui t'a donné la vie comme si elle était une ordure. Ce que j'ai fait n'est pas radical, Valentin. Ce que j'ai fait, c'est digne. À ce moment-là, son téléphone portable a sonné. Au visage qu'il a fait en voyant l'écran, j'ai tout de suite su que c'était Chloé. Il a répondu avec cette voix douce et complaisante qu'il utilisait avec elle. Cette voix qu'il n'avait jamais utilisée avec moi ces dernières années. « Oui, mon amour, je suis là », lui disait-il en marchant vers la fenêtre comme s'il avait besoin d'intimité pour parler à sa femme dans la maison de sa mère. Oui, je lui ai parlé. Non, elle ne veut pas revenir. Je ne sais pas quoi faire de plus. Je pouvais entendre la voix stridente de Chloé de l'autre côté de la ligne, même si je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était sans équivoque. C'était la voix d'une femme furieuse qui n'obtenait pas ce qu'elle voulait, qui ne pouvait pas croire que ses plans ne se déroulaient pas comme prévu. Quand il a raccroché, Valentin avait l'air encore plus épuisé qu'à son arrivée.
Chloé veut que tu lui dises exactement quelles sont tes conditions pour rentrer à la maison, m'a-t-il dit en évitant mon regard. Elle veut savoir ce qu'il faut pour que les choses redeviennent comme avant. Comme avant, ai-je pensé avec amertume. Comme avant signifiait redevenir invisible dans ma propre maison, remarcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger une femme qui me détestait, accepter des humiliations quotidiennes en échange de miettes d'amour de mon fils et de mon petit-fils. « Dis à ta femme », lui ai-je répondu en me levant de ma chaise pour indiquer que la conversation était terminée, que mes conditions sont très claires dans mon testament. Si elle veut savoir ce qu'elles sont, qu'elle aille voir maître Olivier pour qu'il les lui explique en détail. Maman, ce n'est pas possible que tout se résume à l'argent et à l'héritage, m'a-t-il dit avec un désespoir qui m'a presque fait pitié. Nous sommes une famille, ces choses s'arrangent avec de l'amour, de la patience, du dialogue. Tu as raison de Valentin, lui ai-je dit en marchant vers la porte pour le raccompagner. Les affaires de famille s'arrangent avec de l'amour, de la patience, du dialogue. Mais pour cela, il faut deux parties prêtes à aimer, à être patientes, à dialoguer. Et l'une de ces parties a décidé il y a longtemps que je n'en valais pas la peine. Quand nous sommes arrivés à la porte, mon fils s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là, maman. Je n'aurais jamais pensé que ma famille se détruirait comme ça. » Ta famille n'est pas en train de se détruire. Valentin, lui ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Ta famille est simplement en train d'apprendre que les actions ont des conséquences, que le respect n'est pas une option et que le véritable amour ne peut pas être tenu pour acquis. Après son départ, je me suis assise dans mon jardin pour regarder le coucher du soleil et réfléchir à la conversation que je venais d'avoir. Pour la première fois depuis des années, j'avais parlé à mon fils comme une femme adulte défendant ses droits, et non comme une mère désespérée mendiant des miettes d'affection. Les semaines qui ont suivi la visite de Valentin furent comme un réveil progressif d'un cauchemar qui avait duré des années. Chaque matin, je me levais dans ma nouvelle maison, je préparais mon café sans hâte, sans avoir à me soucier de réveiller qui que ce soit, sans avoir à écouter de commentaires sur les odeurs de mon petit déjeuner ou le bruit que je faisais en déplaçant les chaises. Suzanne venait me voir presque tous les jours. Et peu à peu, j'ai commencé à connaître d'autres dames du quartier. Myriam, une veuve de 70 ans qui vivait au coin de la rue, m'a invitée à l'accompagner à son cours de broderie le mardi. Angélique, ma voisine d'à côté, m'a montré le chemin d'un marché où l'on vendait les légumes les plus frais de la région. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à faire des projets pour moi-même. Je me suis inscrite à un cours de pâtisserie au centre communautaire. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps, car j'étais toujours occupée à m'occuper des autres. J'ai aussi commencé à marcher tous les matins dans le parc voisin, où j'ai rencontré un groupe de dames qui se réunissaient pour faire de l'exercice. Mais même si ma nouvelle vie était tranquille et satisfaisante, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à César. Mon petit-fils avait à peine 3 ans, trop petit pour comprendre pourquoi sa grand-mère avait disparu de sa vie du jour au lendemain. Je l'imaginais demander à sa mère où j'étais, et mon cœur se serrait en pensant aux mensonges qu'on lui racontait, probablement sur mon absence. 1 mois après mon déménagement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était maître Olivier, et sa voix semblait étrangement amusée quand il m'a parlé. « Madame Véronique, m'a-t-il dit, je pense que vous serez intéressée de savoir que votre belle-fille était venue à mon bureau hier après-midi. Elle voulait connaître les détails de votre testament. » Je me suis assise dans mon nouveau salon, me préparant à entendre ce que je savais être une histoire intéressante. « Racontez-moi tout, maître, » lui ai-je dit en me servant une tasse de tisane. « Elle est arrivée très élégante, très sûre d'elle, » m'a raconté l'avocat. Elle portait un tailleur vert émeraude qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Elle est entrée dans mon bureau comme si elle était propriétaire des lieux et m'a exigé que je lui montre votre testament parce qu'elle avait le droit de savoir ce qui lui revenait de l'héritage. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en imaginant la scène. Chloé était arrivée à ce bureau en s'attendant à trouver une vieille dame confuse qui avait fait un testament mal rédigé
quelque chose qu'elle pourrait contester ou manipuler à son avantage, mais elle s'était heurtée à un avocat sérieux, à des documents juridiques impeccables, et à une réalité très différente de celle qu'elle avait imaginée. Je lui ai expliqué très clairement, a continué maître Olivier, que selon votre testament, elle n'avait droit à aucun héritage, car elle n'était ni votre fille, ni n'avait été officiellement adoptée par vous. Je l'ai également informée que la maison où elle vit actuellement vous appartient et ne peut être héritée par votre fils que s'il remplit certaines conditions spécifiques. Et quelle a été sa réaction ? Lui ai-je demandé avec une curiosité que je n'ai pas pu dissimuler. D'abord, elle est devenue très pâle, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Puis elle est devenue furieuse et a commencé à me crier que c'était impossible, que vous étiez une vieille sans ressources, que vous ne pouviez pas avoir de propriété de valeur sans qu'elle le sache. J'ai dû lui montrer les titres de propriété de vos terrains pour qu'elle comprenne que vous aviez beaucoup plus de patrimoine qu'elle ne l'avait imaginé. L'image de Chloé découvrant que la belle-mère qu'elle avait méprisée pour sa pauvreté était en réalité plus riche qu'elle m'a remplie d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, elle avait supposé que j'étais un fardeau économique, une vieille sans ressources qui dépendait de la générosité de son fils. Maintenant, elle faisait face à la réalité qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'elle avait essayé de détruire. Mais le meilleur est venu après, m'a dit l'avocat avec un rire contenu. Quand je lui ai expliqué les conditions pour que son mari puisse hériter de la maison, quand je lui ai dit qu'elle devrait déménager pour qu'il puisse conserver la propriété, elle est devenue complètement hystérique. « Qu'a-t-elle dit exactement ?» lui ai-je demandé, savourant chaque mot de cette révélation. Elle a dit que vous étiez une vieille manipulatrice, que vous utilisiez l'argent pour contrôler votre famille, que ce que vous faisiez était une forme de chantage affectif. Ensuite, elle m'a menacé de vous poursuivre pour abandon de domicile et pour mise en danger du bien-être de son petit-fils. J'ai ri pour la première fois depuis des mois en entendant cela. Chloé avait montré sa vraie nature devant un avocat respecté. Elle avait révélé que sa seule préoccupation était l'argent et les propriétés, pas le bien-être familial dont elle parlait tant quand cela l'arrangeait. J'ai dû lui expliquer, a continué l'avocat, que vous n'aviez abandonné aucun domicile car la maison vous appartient légalement. J'ai aussi précisé que vous n'aviez mis en danger aucun mineur car vous n'avez jamais eu la garde légale de votre petit-fils. En gros, elle n'avait aucun argument juridique valable pour ces menaces. Ce soir-là, alors que je dînais dans ma petite salle Mallet à manger neuve, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix furieuse de Chloé de l'autre côté de la ligne. Pour la première fois depuis des années, elle me parlait directement, sans utiliser Valentin comme intermédiaire. « Madame Véronique, m'a-t-elle dit d'une voix pleine de venin, il faut qu'on parle. Ce que vous faites est injuste, c'est cruel. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Valentin est votre fils, il a droit à cette maison, et vous ne pouvez pas le conditionner à se séparer de sa femme. » Ce n'était une bête immonde. Qu'était Chloé, lui ai-je répondu avec un calme qui l'a clairement décontenancé. Mon fils peut garder la maison quand je mourrai, mais il devra décider s'il la veut plus que toi. C'est entièrement sa décision. Vous êtes folle si vous pensez que je vais laisser une vieille aigrie détruire mon mariage, m'a-t-elle crié avec une fureur qu'elle avait probablement contenue pendant des semaines. Valentin m'aime, nous avons un fils ensemble. Il ne va pas choisir une maison plutôt que sa famille. Tu as raison, lui ai-je dit. Si Valentin t'aime vraiment, il ne choisira pas la maison, il choisira l'amour. Mais s'il choisit la maison, alors tu sauras exactement quelle place tu occupes dans ses priorités. Le silence qui a suivi fut long et tendu. Je pouvais entendre sa respiration agitée de l'autre côté de la ligne. Je pouvais imaginer son visage frustré en réalisant qu'elle ne pouvait pas me manipuler comme elle avait manipulé mon fils pendant des années. « Ça ne va pas en rester là », m'a-t-elle finalement dit d'une voix qui se voulait menaçante, mais qui ne sonnait que désespérée. « Je vais me battre pour ma famille. Je vais faire comprendre à Valentin que vous essayez de nous séparer. »« Passe-toi autant que tu veux, Chloé, lui ai-je répondu, avant de raccrocher. « Mais souviens-toi que maintenant, tu te bats contre une femme qui n'a plus rien à perdre. »
Les jours suivants furent étrangement calmes. Je n'ai plus reçu d'appels, plus de visites. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils ou de ma belle-fille. C'était comme s'ils avaient décidé de m'ignorer, comme s'ils pensaient qu'en m'ignorant, ils réussiraient à me faire changer d'avis. Mais j'ai utilisé ce silence pour renforcer ma nouvelle vie. J'ai rejoint un groupe de bénévoles qui visitaient les maisons de retraite pour lire aux personnes âgées qui n'avaient pas de famille. J'ai commencé à donner des cours de couture gratuits aux jeunes femmes du quartier qui voulaient apprendre un métier. J'ai aussi commencé à écrire mes mémoires, me remémorant les moments heureux de ma vie avant que l'amertume des dernières années ne les ternisse. Un après-midi, en rentrant de mes courses au marché, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Un homme qui ressemblait beaucoup à Valentin était assis dans sa voiture devant ma maison, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas mon fils. Il était plus jeune, plus mince, et avait une expression de nervosité que je ne reconnaissais pas. Quand je suis arrivée à ma porte, l'homme est sorti de la voiture et s'est approché de moi d'un pas hésitant. « Excusez-moi, madame » m'a-t-il dit d'une voix polie mais tendue. « Vous êtes Véronique, la maman de Valentin ?»« Oui, c'est moi » lui ai-je répondu avec curiosité, me demandant qui pouvait être cet étranger qui connaissait mon nom et celui de mon fils. « Je m'appelle Julien » m'a-t-il dit en enlevant une casquette qu'il portait pour cacher une partie de son visage. « Je suis le cousin de Chloé et je dois vous parler de quelque chose de très important qui se passe dans votre famille. » J'ai invité Julien à entrer, intrigué par ce que ce cousin de Chloé pouvait bien vouloir me dire. C'était un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, mais avec une expression de malaise qui m'a fait penser que ce qu'il avait à me raconter ne serait pas agréable. Il s'est assis sur le bord de mon canapé comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. « Madame Véronique, » a-t-il commencé d'une voix nerveuse. « Ce que je vais vous raconter peut vous paraître incroyable, mais vous devez le savoir. Chloé m'a demandé de venir vous parler, mais pas pour ce qu'elle pense. Je suis venue vous avertir des plans qu'elle prépare pour récupérer votre héritage. » Je me suis servi une tasse de thé et me suis assise en face de lui, me préparant à écouter ce que je savais être une révélation importante. « Racontez-moi tout, Julien, » lui ai-je dit, avec un calme qui ne reflétait pas la curiosité que je ressentais. « Chloé a toujours été comme ça, » m'a-t-il dit, en regardant le sol comme s'il avait honte de parler en mal de sa cousine. « Depuis que nous sommes enfants, elle a toujours voulu ce que les autres avaient. Elle a toujours pensé qu'elle méritait plus que ce qu'elle obtenait. Quand elle a épousé Valentin, elle a raconté à toute la famille qu'elle avait mis le grappin sur un homme de bonne famille, qu'elle allait vivre dans une maison à elle, qu'elle ne manquerait jamais de rien. Cela expliquait beaucoup de choses sur l'attitude de Chloé envers ma maison et envers moi. Elle avait vu en Valentin une opportunité d'ascension sociale, d'avoir une vie plus confortable que celle qu'elle avait eue auparavant. Mais elle avait réalisé que la réalité était très différente de ce qu'elle avait imaginé. « Quand vous êtes partis de la maison, » a continué Julien, Chloé nous a tous appelés, hystériques, disant que sa belle-mère l'avait déshéritée, qu'elle était une vieille malveillante qui voulait séparer sa famille. Mais quand elle s'est un peu calmée, elle a commencé à poser des questions étranges sur vous, sur votre passé, sur si quelqu'un savait quelque chose à propos d'argent caché. Je me suis penchée en avant, sentant que j'étais sur le point d'entendre quelque chose de crucial. « Quel genre de questions ?» lui ai-je demandé. Elle voulait savoir si vous aviez travaillé ailleurs qu'à la couture à domicile, si vous aviez eu des petits amis ou des amis qui auraient pu vous laisser de l'argent, si vous aviez hérité de quelque chose de vos parents. En gros, elle essayait de trouver une explication à l'origine de votre patrimoine, comme si elle ne pouvait pas croire qu'une femme comme vous ait réussi à économiser autant d'argent par elle-même. L'image de Chloé enquêtant sur ma vie passée m'a paru à la fois agaçante et amusante. Cette femme qui m'avait méprisée pour ma pauvreté se démenait maintenant pour comprendre comment une simple couturière avait réussi à accumuler plus de richesses qu'elle. « Mais ce n'est pas le pire, Madame Véronique, » m'a dit Julien, avec une expression encore plus inquiète. Chloé a engagé un détective privé pour l'aider à trouver un moyen de contester votre testament.
Elle est convaincue que si elle peut prouver que vous n'étiez pas saine d'esprit quand vous l'avez fait, elle peut l'annuler. » J'avais senti une vague d'indignation en entendant cela. Cette femme, qui avait tenté de m'interner dans un EHPAD contre ma volonté, voulait maintenant utiliser mon âge comme argument pour prouver que j'étais incapable de prendre mes propres décisions financières. « Qu'est-ce qu'elle essayait de prouver exactement ?» lui ai-je demandé en essayant de garder mon calme. « Elle cherche des témoins qui diraient que vous vous comportiez de manière étrange, que vous disiez des choses insensées, que vous montriez des signes de détérioration mentale. Elle essaie aussi d'obtenir des dossiers médicaux qui pourraient suggérer que vous aviez une forme de démence lorsque vous avez fait le testament. » Heureusement, je savais que Maître Olivier avait été très prudent avec tous les aspects juridiques de mon testament. Il avait insisté pour que je passe un examen médical pour prouver ma capacité mentale et avait enregistré ma déclaration en vidéo pour s'assurer que personne ne pourrait contester ma lucidité au moment de signer les documents. « Mais il y a autre chose, » a continué Julien. « Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir vous parler directement. Chloé essaye de convaincre Valentin que vous êtes malade, que cette situation est le produit d'une dépression ou d'une démence qui vous fait agir de manière irrationnelle. Cela m'a fait plus mal que toutes les autres manipulations. Chloé utilisait l'amour de mon fils pour moi, contre moi. Elle le convainquait que ma décision de vivre avec dignité était en réalité une maladie mentale qui nécessitait un traitement. « Valentin est très confus, » m'a dit Julien avec une véritable pitié dans la voix. « D'un côté, il se sent coupable de ce qui s'est passé, mais de l'autre, Chloé le convainc que vous avez besoin d'aide médicale, pas de respect pour vos décisions. Et que veut Chloé que vous fassiez ?» lui ai-je demandé, bien que je savais que la réponse ne me plairait pas. « Elle veut que je vous convainque de rentrer à la maison, que je vous dise que Valentin est prêt à chercher une aide professionnelle pour gérer la situation familiale. En gros, elle veut que vous croyiez que les choses vont changer, que cette fois-ci, ce sera différent. » « Mais vous ne croyez pas que ce sera différent, » lui ai-je dit, plus comme une affirmation qu'une question. « Madame Véronique, » m'a-t-il répondu en me regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. « Je connais ma cousine depuis que nous sommes enfants. Chloé ne change pas, elle s'adapte temporairement pour obtenir ce qu'elle veut. Si vous retournez dans cette maison, dans quelques mois, tout redeviendra comme avant, mais cette fois, elle sera plus prudente pour ne pas laisser de preuves de la façon dont elle vous traite. » Je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant toutes les informations que Julien m'avait données. Il était clair que Chloé était désespérée, qu'elle avait complètement sous-estimé ma capacité à me défendre et qu'elle utilisait maintenant toutes les armes à sa disposition pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» lui ai-je finalement demandé. « Pourquoi trahissez-vous votre cousine pour avertir une étrangère ?»« Parce que ce qu'elle fait est mal, » m'a-t-il répondu avec une conviction qui m'a surprise. « Parce que j'ai vu comment elle traite les gens qu'elle considère comme inférieurs à elle et parce que je crois que vous avez le droit de savoir ce qu'ils complotent contre vous. » Il m'a également raconté que la relation entre Chloé et Valentin s'était considérablement détériorée depuis mon départ. Apparemment, Chloé s'attendait à ce que mon absence apporte paix et harmonie à son foyer. Mais au lieu de cela, elle avait trouvé un mari confus, coupable, et de plus en plus aigri par la pression constante qu'elle exerçait sur lui. « Valentin commence à voir Chloé différemment, » m'a dit Julien. « Quand elle est sous pression, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle montre un côté de sa personnalité qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle est très manipulatrice, très exigeante, et il commence à se demander s'il la connaît vraiment. » Cette information m'a procuré un mélange d'espoir et de tristesse. Espoir, car peut-être que mon fils commençait à se réveiller de l'influence toxique de sa femme. Tristesse, car je savais que ce réveil serait douloureux pour lui, surtout avec un jeune enfant au milieu. « César souffre aussi, » a continué Julien, et cette information m'a brisé le cœur. L'enfant demande constamment après vous, et Chloé lui dit que vous êtes parti parce que vous ne l'aimiez pas, que les grandes-mères qui s'en vont, c'est parce qu'elles n'aiment pas leurs petits-enfants. J'ai ressenti une fureur que je n'avais pas expérimentée dans toute cette situation.
C'était une chose que Chloé m'attaque moi, c'en était une autre, complètement différente, qu'elle empoisonne l'esprit d'un enfant innocent contre sa grand-mère. C'était impardonnable. Cela franchissait une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Julien, Anne s'est resté avec moi pendant près de 2 heures, me racontant des détails sur les plans de Chloé, sur l'état émotionnel de Valentin, sur la confusion de César. Quand il est finalement parti, je me suis sentie armée d'informations précieuses, mais aussi profondément triste de la destruction qu'une personne remplie de cupidité et de ressentiment pouvait causer dans une famille. Ce soir-là, j'ai appelé maître Olivier pour lui raconter tout ce que j'avais découvert. L'avocat m'a assuré que mon testament était inattaquable, que toutes les procédures avaient été suivies correctement et que toute tentative de Chloé pour l'annuler serait une perte de temps et d'argent. Il m'a également suggéré quelque chose que je n'avais pas envisagé. Documenter toutes les tentatives de manipulation et de chantage affectif que Chloé faisait pour avoir des preuves au cas où la situation s'envenimerait. Mais l'information sur César m'a tenue éveillée toute la nuit. Mon petit-fils grandissait en croyant que sa grand-mère l'avait abandonné, qu'elle ne l'aimait pas assez pour rester avec lui. C'était une blessure qui pourrait marquer notre relation pour toujours, et c'était quelque chose que je ne pouvais pas permettre. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie à penser à César et aux mensonges qu'on lui racontait sur moi, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. Je ne pouvais pas permettre à mon petit-fils de grandir en croyant que sa grand-mère l'avait abandonné, mais je n'étais pas non plus disposée à retourner dans une maison où je n'étais pas appréciée, juste pour prouver mon amour. J'ai appelé maître Olivier, et je lui ai demandé de rédiger une lettre très spécifique. Une lettre qui serait remise à Valentin en présence de témoins et qui contiendrait une proposition qui mettrait les cartes sur table une fois pour toutes. Je lui ai également demandé d'enquêter sur les options légales pour établir un droit de visite avec César, quelque chose que je ne savais pas exister jusqu'à ce qu'il me l'explique. Ce même après-midi, alors que j'arrosais mes fleurs dans le jardin, j'ai reçu une visite complètement inattendue. César était debout devant ma porte, tenant la main de Suzanne, qui avait un sourire malicieux qui me disait qu'elle avait manigancé quelque chose sans me consulter. « Mamie !» a crié mon petit-fils en lâchant la main de Suzanne et en courant vers moi avec cette joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer. Il s'est accroché à mes jambes comme s'il avait peur que j'allais disparaître à nouveau, et j'ai senti que mon cœur allait se briser de tant d'émotion et de bonheur. Suzanne m'a expliqué qu'elle avait vu César jouer seul dans le parc pendant que Chloé parlait au téléphone, apparemment en se disputant avec quelqu'un au sujet d'argent et d'avocat. La baby-sitter qui était censée le surveiller était distraite par son téléphone portable. Alors Suzanne s'était approchée de l'enfant et lui avait demandé s'il voulait voir sa grand-mère. César s'était mis à pleurer en entendant mon nom, disant à Suzanne que sa maman lui avait dit que j'étais partie parce que je ne l'aimais pas. Mais qu'il savait que ce n'était pas vrai, parce que les grands-mères aiment toujours leurs petits-enfants. Mon ami avait décidé à ce moment-là qu'il était temps que mon petit-fils sache la vérité. « Mamie, pourquoi tu es partie ?» m'a demandé César, avec ses grands yeux remplis de confusion et d'innocence. « Maman dit que tu ne m'aimes pas, mais je sais que tu m'aimes parce que tu me chantais toujours de belles chansons. » Je me suis agenouillée à sa hauteur et je l'ai regardé droit dans les yeux, choisissant mes mots avec soin, pour qu'un enfant de 3 ans puisse comprendre sans remplir son petit cœur de plus de confusion. « César, mon amour, lui ai-je dit, en caressant son visage. Mamie t'aime plus que tout au monde. Je suis partie parce que parfois, les adultes ont des problèmes que les enfants ne peuvent pas comprendre, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de t'aimer. Tu peux rentrer à la maison, mamie ? M'a-t-il demandé avec un espoir, si pur que mon âme en a été meurtrie. Tu me manques beaucoup et papa est triste aussi depuis que tu es partie. À ce moment-là, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison dans les conditions d'avant, mais je ne pouvais pas non plus permettre à mon petit-fils de continuer à souffrir d'une guerre entre adultes dont il n'était pas responsable. Les 2 heures suivantes furent magiques. César et moi avons joué dans mon jardin, je lui ai montré les fleurs que j'avais plantées. Je lui ai préparé des biscuits dans ma nouvelle cuisine. Je lui ai lu des contes dans mon nouveau salon. C'était comme si le temps s'était arrêté.
comme si, pour un moment, nous pouvions simplement être une grand-mère et son petit-fils profitant de la compagnie de l'autre. Quand l'heure était venue pour Suzanne de le ramener, César s'est de nouveau accroché à moi et m'a supplié de venir avec lui. « Mamie, viens à la maison avec moi, s'il te plaît. Tu peux dormir dans ma chambre, tu peux cuisiner tes bons biscuits, tu peux me chanter les chansons que j'aimais. » Je lui ai promis que nous trouverions très bientôt un moyen de nous voir plus souvent, que mamie ferait toujours partie de sa vie quoi qu'il arrive. Je lui ai aussi dit que quand il serait plus grand, il comprendrait mieux pourquoi parfois les adultes devaient prendre des décisions difficiles pour protéger leur cœur. Ce soir-là, après que Suzanne ait ramené César chez lui, le chaos que j'attendais a commencé. D'abord, un appel furieux de Chloé, me criant que j'avais kidnappé son fils, que j'avais violé les limites qu'elle avait établies, qu'elle allait appeler la police si je m'approchais à nouveau de César. Ensuite, Valentin est arrivé, plus désespéré que furieux, me demandant comment j'avais pu faire ça, comment je pouvais utiliser un enfant pour manipuler la situation. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de différent dans les yeux de mon fils. Il avait vu le bonheur de César avec moi. Il avait été témoin de l'amour sincère entre une grand-mère et son petit-fils, et cela l'avait profondément touché. « Maman, m'a-t-il dit, la voix brisée, César n'a pas arrêté de parler de toi depuis qu'il est rentré. Il dit que ta maison est jolie, qu'il a aimé tes biscuits, qu'il veut venir te voir demain. Il est plus heureux qu'il ne l'a été depuis des semaines. » Ce soir-là, j'ai remis ma lettre par l'intermédiaire de maître Olivier. J'ai expliqué mes termes finaux, mes conditions non négociables pour toute forme de réconciliation familiale. Premièrement, je voulais un droit de visite légalement établi avec César, 2 après-midi par semaine et un week-end par mois. Deuxièmement, Chloé devait s'excuser publiquement pour les mensonges qu'elle avait racontés à César à mon sujet. Troisièmement, s'il voulait que j'envisage de modifier mon testament, la famille devait me témoigner un respect sincère pendant au moins une année complète. La réponse est arrivée plus vite que prévu. 3 jours plus tard, Julien est de nouveau apparu à ma porte. Mais cette fois, il venait avec des nouvelles complètement différentes. « Madame Véronique », m'a-t-il dit avec un sourire que je n'avais pas vu sur son visage auparavant. « Je pense que vous allez vouloir entendre ce qui s'est passé chez Valentin hier soir. » Apparemment, la visite de César chez moi avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase dans le mariage de mon fils. Valentin avait vu le bonheur sincère de son fils avec moi. Il avait vu comment César s'était épanoui en quelques heures seulement en ma compagnie et avait commencé à remettre en question tout ce que Chloé lui avait dit sur moi. La dispute avait dégénéré lorsque Chloé avait exigé que Valentin m'interdise de voir César complètement, menaçant d'emmener l'enfant chez ses parents s'il ne se montrait pas ferme avec moi. Mais au lieu de céder, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, Valentin avait explosé. Il lui a dit qu'il en avait assez de ses manipulations, qu'il était fatigué d'être le médiateur entre sa femme et sa mère, qu'il avait vu à quel point César avait été plus heureux en un après-midi avec moi qu'en des semaines dans sa propre maison. Il lui a aussi crié que si elle ne pouvait pas accepter qu'il est une mère qui méritait le respect, alors peut-être qu'ils étaient incompatibles en tant que couple. Chloé avait répondu avec son arme ultime, la menace du divorce. Elle avait fait ses valises et celles de César. Elle avait appelé ses parents pour qu'ils viennent la chercher, et avait déclaré qu'elle ne vivrait pas dans une maison où une vieille belle-mère aigrie avait plus de pouvoir que l'épouse. Mais la menace n'avait pas eu l'effet escompté. Au lieu de la supplier de rester, Valentin avait accepté sa décision. Il lui avait dit que si c'était son choix, il le respecterait. Mais que César resterait avec lui parce qu'il n'allait pas permettre qu'elle utilise leur fils comme une arme dans sa guerre personnelle contre moi. Maintenant, Valentin est seul avec César, m'a dit Julien, et je pense que pour la première fois depuis des années, il voit la situation clairement. Il a réalisé que Chloé ne l'a jamais aimé lui, mais l'idée d'avoir une maison à elle et une famille qu'elle pourrait contrôler complètement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite que j'attendais, mais qui m'a tout de même prise par surprise. Valentin est arrivé chez moi avec César par la main, tous deux vêtus de vêtements simples, tous deux avec des visages fatigués, mais aussi pleins d'espoir. « Maman, m'a dit mon fils, les larmes aux yeux, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander si nous pouvons recommencer,
si tu peux nous apprendre à être de nouveau une famille. César s'est détaché de la main de son père et a couru vers moi, criant « Mamie !» avec cette joie qui me remplissait le cœur. À ce moment-là, j'ai su que j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle bataille juridique ou financière. J'avais retrouvé ma famille, mais cette fois-ci, selon mes propres termes, avec le respect et la dignité que j'aurais toujours dû avoir. Et quand je me suis assise dans mon nouveau salon avec mon fils et mon petit-fils, partageant des biscuits faits maison et planifiant des dîners dominicaux dans ma nouvelle maison, j'ai su que parfois, tout perdre est le seul moyen de gagner ce qui compte vraiment. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi si quelqu'un vous traite comme un fardeau, même s'il s'agit de votre famille, n'avez-vous pas, vous aussi, le droit de dire « ça suffit » car le véritable amour ne vous demande jamais de vous humilier pour le recevoir. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Avez-vous vécu quelque chose de semblable ?